Prévenir, conseiller, agir avec les notaires du Dauphiné. Aujourd'hui, dans Tout droit, on poursuit notre saga héritage, le compte à rebours, avec une question très concrète. Après un décès, que devient le logement du couple et comment protège-t-on celui ou celle qui reste ? Bonjour à tous et bienvenue dans Tout droit. Aujourd'hui, on parle du conjoint survivant et de la maison de famille. Pourquoi tout peut se bloquer, parfois même avant que la succession ne soit partagée. Je retrouve pour cet épisode 2 mon équipe de choc. Merci les filles d'avoir accepté de revenir. Vous serez là d'ailleurs pour les 6 épisodes. On accueille donc Marjorie Grand. Marjorie, t'es notaire à Valence. On accueille Gaël Ruffieux, maître de conférence à l'université de Grenoble des Alpes et de Grenoble, on peut le dire. Gaëlle Carfentan, t'es avocate à Grenoble, toi, en droit de la famille. On va tout de suite partir sur plusieurs situations très concrètes. Alors, qui peut rester dans la maison? Qui a les clés? Qui paye les charges? Comment éviter que le logement ne devienne le premier point de tension? Alors, tout de suite, on attaque avec le premier cas. Gaëlle, être conjoint survivant, c'est pas seulement être la personne qui partageait la vie du défunt, si? Oui, ça c'est une question hyper importante. En fait, le conjoint survivant au sens juridique du terme, c'est uniquement l'épouse ou l'époux. Donc c'est celle ou celui qui était marié avec le défunt et qui n'est pas encore divorcé, qui n'était pas divorcé au moment du décès. Donc ça veut dire très concrètement que le partenaire de Pacs, le concubin, eux, n'ont pas la qualité d'héritier légal. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent une surprise pour les familles parce que ça veut dire que la réalité affective du couple n'a pas toujours, finalement, de réalité juridique. Alors, c'est la première idée forte. On attaque tout de suite. Il ne faut pas confondre la personne qui vivait avec le défunt, finalement, et le conjoint successible au sens juridique. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est un des points que l'on vérifie. Il faut que la personne soit mariée. Et donc, avant de te poser la question du logement, on vérifie qu'il y ait bien un lien matrimonial. On vérifie si ce conjoint a bien des droits légaux dans la succession, s'il y a des dispositions qui le protègent un petit peu plus des droits légaux. On vérifie qu'il n'est pas divorcé. Ça fait partie des vérifications, puisqu'en effet, ce n'est pas la même chose. Alors Gaëlle, toi qui interviens quand finalement la tension est déjà là, est-ce que la confusion entre le lien affectif et le droit peut déjà créer des premiers conflits, tu le vois? Oui, très souvent, c'est ce qui se passe, puisqu'on a d'une part le conjoint survivant qui, lui, parle de son foyer, il habitait là, parfois depuis de très nombreuses années, et de l'autre côté, on a les enfants, et pour eux, la maison fait déjà partie de la succession à partager. Donc on a deux points de vue qui s'opposent, c'est-à-dire que le conjoint survivant, lui, parle de son foyer, alors que les enfants parlent du patrimoine, et c'est ça qui crée des tensions. Alors, deuxième cas, Gaëlle, le conjoint survivant est marié avec le défunt. Il a des enfants. Qu'est-ce qui change finalement selon que les enfants sont tous issus du couple ou qu'on a des enfants d'une première union, ce qu'on appelle d'un premier lit? Oui, ça change tout parce qu'en fait, les droits du conjoint ne vont pas être les mêmes. Si tu n'as que des enfants communs au défunt et au conjoint survivant, alors le conjoint survivant va bénéficier d'une option successorale. Il pourra opter à son choix, soit pour le quart de la succession en pleine propriété, soit pour la totalité de la succession en usufruit. Tandis que si tu as un enfant d'un premier lit, donc s'il y a un enfant qui était déjà présent au moment où le couple s'est formé, alors dans ce cas-là, il n'y a plus d'options et c'est seulement un quart en pleine propriété qui seront alloués au conjoint survivant. Donc ça, c'est une différence qui est hyper importante dans les familles recomposées puisque les droits du conjoint ne seront pas les mêmes. C'est un moment clé. On arrive au cœur du problème, là. Oui, c'est l'identification de cette famille recomposée parce que les conjoints pensent avoir l'usage, alors ce que nous on appelle juridiquement l'usufruit, mais ils pensent avoir l'usage de la maison et finalement, la loi ne leur accorde pas forcément cette protection-là. Et c'est là qu'il est important de vérifier s'il n'y a pas eu une protection mise en place volontairement par les époux avant. Alors Gaëlle, concrètement, est-ce que c'est là qu'un enfant d'une première union peut se dire « Ah non, mais moi je veux pas que tout reste bloqué dans la maison pendant des années ». Est-ce qu'il peut faire des choses? Est-ce qu'il peut agir?
Alors là, c'est vraiment un des problèmes majeurs. Et c'est là où le conjoint survivant peut se sentir menacé. Mais il ne faut pas caricaturer, c'est-à-dire que les enfants ne sont pas forcément hostiles au conjoint survivant. Et le conjoint survivant, lui, ne dispose pas forcément toujours des pleins pouvoirs. Mais il faut vraiment expliquer les droits clairement de chacun, sinon c'est ça qui crée des tensions et qui crispe la situation. Alors, troisième cas concret, le conjoint survivant, il vivait dans le logement au moment du décès, comme c'est quand même assez souvent le cas. Il se dit tout simplement, est-ce que je peux rester chez moi? Alors toi, Marjorie, quelle est la première réponse très pratique que tu peux faire aux gens qui sont dans ce cas-là? Celle-là, elle est facile et en effet, on va leur dire que oui, ils vont avoir le droit de rester dans le logement, mais c'est un droit qui est dit temporaire. Temporaire parce qu'il n'est qu'une durée d'1 année. Donc, c'est court, un an. Et oui, c'est le temps de se retourner finalement. C'est pas un droit finalement à occuper le bien sur le long terme, c'est juste le temps de se retourner après le décès d'une personne. 1 année. Et ça porte sur le logement, mais également le mobilier. C'est important aussi de lire, parce qu'on a dit que le mobilier, ça fait partie d'une succession aussi. Mais il a la jouissance de ce mobilier pendant 1 année. Alors, on vous rassure tout de suite, le conjoint survivant ne peut pas être mis à la porte, en tout cas avant 1 an. Est-ce qu'on est d'accord avec ça, Gaëlle? Oui, il faut vraiment insister là-dessus, en fait, Sophie, parce que ce droit temporaire au logement, c'est un droit qui est impératif. C'est un droit qui est d'ordre public. En fait, c'est un effet du régime matrimonial. Donc, c'est vraiment un droit qui est attaché au statut de conjoint survivant. Et donc, même par testament, on ne peut pas en priver son conjoint. Alors, c'est un effet du régime matrimonial, oui, mais c'est aussi un effet du PACS. On a dit tout à l'heure que le partenaire n'était pas héritier légal, mais le partenaire, à minima, a quand même la possibilité, lui aussi, de rester dans le logement pendant 1 année. Donc l'idée, c'est ce que disait Marjorie, c'est vraiment d'éviter une rupture brutale, finalement, des conditions de vie et de permettre un petit temps pour organiser la suite. On le rappelle ou pas, le concubin, il a droit à quelque chose, lui? Rien. Voilà. Le concubin, c'est vraiment le parent pauvre dans l'histoire. Il a droit à rien du tout. Alors, Gaëlle, toi, est-ce que en pratique, ce droit temporaire suffit à éviter les tensions, à ton avis? Absolument pas, parce que on parle d'un droit temporaire au logement, mais et sur les meubles, comme Marjorie l'a rappelé, mais ça ne résout pas tout, parce qu'il y a plein d'autres questions qui surgissent, notamment les clés, les meubles qui sont dans la maison. Même si on a un droit dessus, il y a certains enfants qui veulent récupérer des meubles ou des objets sentimentaux qui ont une certaine valeur pour eux, les papiers. Donc la façon, les charges aussi de la maison, qui les prend en compte, qui les paye et qui peut accéder à la maison. Donc ça ne règle absolument pas tout. Ça protège le conjoint, simplement. Justement. Moi, je vais prendre un exemple. On a des enfants, on va parler juste de souvenirs. On a des enfants qui veulent venir récupérer des souvenirs. On est dans une famille recomposée. Et le conjoint dit non, pas maintenant. J'ai mes 1 an. Et donc là, tout le monde se braque. Alors, on n'est pas encore dans le partage, c'est vrai, mais on est quand même dans une zone sensible. Donc là, Marjorie, comment toi, tu t'évites que ça dégénère? Comment tu fais? Il faut poser un cadre. Et puis, il faut l'anticiper, finalement. Il ne faut pas laisser cette situation arriver. Toujours anticiper. C'est ça, c'est poser un cadre parce qu'on sait que ce sujet va peut-être arriver, notamment si on est en présence d'une famille recomposée ou pas. Mais c'est poser le cadre en avant. Rappeler les droits du conjoint. Rappeler le sort de ce mobilier, du bien, et peut-être temporiser, expliquer que c'est pas parce qu'un album photo va rester 1 an de plus dans une maison que c'est catastrophique. Mais comme ça, on rappelle bien aussi les droits à chacun, ça rassure les héritiers parce qu'on a aussi rappelé au conjoint ce qu'il avait le droit de faire ou de ne pas faire et ça permet de faire descendre un peu la pression. Marjorie a tout à fait raison et surtout quand la tension devient forte, il faut revenir justement à ce cadre et mettre par écrit qui a les clés, qui peut avoir les clés, qui peut intervenir dans la maison. Tu le fais ça, tu contractualises tout ça. Exactement, il faut contractualiser. Par exemple, certains veulent pouvoir venir rechercher certaines choses dans la maison. Donc on échange des écrits parfois entre avocats pour dire à tel jour, telle heure, je voudrais aller dans la maison et je voudrais récupérer telle ou telle chose. À partir du moment où c'est marqué par écrit, ça évite beaucoup de tensions. Alors, 4e cas, cette fois-ci, le conjoint, il dit « Non, mais moi, je reste dans la maison toute ma vie. » Ou en tout cas, jusqu'à ce que je sois obligé d'aller en EHPAD ou jusqu'à ce que je meure. Gaëlle, on n'est plus trop dans le droit d'1 an, là. Comment ça se passe? Non, là, c'est plus le droit temporaire dont tu parles, Sophie. C'est vraiment le droit viager.
au logement. Donc, c'est un droit qui va finalement succéder au droit temporaire. Viager, ça veut dire à vie. En fait. Viager, ça veut dire que c'est jusqu'au décès, effectivement, du conjoint survivant. Il aura le droit de vivre dans le logement jusqu'à son décès. Ici, c'est pas un usufruit, hein. C'est un droit d'usage et d'habitation. La différence avec l'usufruit, c'est que, par exemple, si tu as un conjoint qui, vieillissant, n'est plus à même d'habiter dans le logement, il n'aura pas la possibilité de louer le logement comme il aurait pu le faire pour récolter les loyers. Supprimé. Exactement. Dans ce cas-là, il ne pourra plus en bénéficier. Et par ailleurs, à la différence du droit temporaire qui a un caractère automatique, qui est, on a dit tout à l'heure, d'ordre public, eh bien, ce droit viager au logement, lui, il est soumis à certaines conditions. Il faut, par exemple, que le bien fasse partie de l'actif successoral, le logement fasse partie de l'actif successoral pour pouvoir en bénéficier. Et il faut que le conjoint le revendique dans le délai qui est prévu par les textes. Donc, c'est un droit qui est très protecteur parce que c'est toute sa vie qu'on a la possibilité de rester dans le logement, mais qui est aussi très encadré par les textes. Donc il faut que le conjoint finalement manifeste sa volonté de l'exercer. Et par rapport à ça, est-ce qu'il faut vraiment y penser? Il faut le faire dire? Comment tu fais, Marjorie? Oui, ça se formalise, c'est une option. Donc il doit opter, parce que ça va avoir en plus une incidence sur ses autres droits dans la succession, parce que c'est comme un vrai droit de succession qui aura une valeur économique. Ça a une valeur marchande. C'est ça, à la différence du droit temporaire. Donc le droit viager, ça rentre dans les droits du conjoint survivant. Donc oui, il faut qu'il opte et il y a un délai. Et il est assez court. Alors c'est toujours un délai d'1 an, donc il est assez court et donc il faut en effet y penser. Après, ce sont quand même les conseils juridiques, notaires, avocats, qui vont expliquer qu'il y a ce droit et qu'il faut l'utiliser. Si les enfants contestent, il se passe quoi? Alors, il faut savoir que si tout est bien fait, le conjoint survivant peut être extrêmement bien protégé. Donc, il faut vraiment regarder le cadre juridique qui a été rappelé, dans quel cadre juridique on s'inscrit, vérifier les actes qui ont été faits, aller voir un avocat si on considère que les droits des enfants qui sont héritiers réservataires ne sont pas respectés. Si au possible, si c'est nécessaire, saisir le juge pour également respecter les droits des enfants. Mais il faut éviter vraiment que la maison devienne un champ de bataille parce que là, ça peut durer. Et les conséquences peuvent être extrêmement importantes, notamment, je pense, aux charges de la maison. Si ça devient vraiment un champ de bataille et que c'est vraiment bloqué, les charges qui courent sur la maison peuvent vraiment peser sur la succession. Alors, on va prendre maintenant un 5e cas. On a la maison qui appartenait uniquement au défunt. Le conjoint y habitait, mais ça n'est pas sa propriété. Il y a habité pendant 20 ans. La personne décède. Et là, les enfants disent non, mais la maison, elle était à papa ou à maman, elle est qu'à nous, en fait. Marjorie, ça se passe comment? On peut l'anticiper, ça? On peut l'éviter? La propriété a une incidence, Gaëlle vient de le dire en plus, notamment sur ses droits viager au logement. On va vérifier à qui appartenait la maison, puisque selon les cas, le droit viager pourrait ne pas s'appliquer. Et là aussi, on remet un cadre, on réexplique, on vérifie la propriété, on vérifie les droits du conjoint, on vérifie les droits des héritiers, et c'est là qu'on peut conseiller. Donc ça, ce que dit Marjorie, c'est vraiment des distinctions essentielles. Propriété, usufruit, droit d'usage et d'habitation, indivision. Il faut réussir à démêler tout ça et déterminer qui a vocation à bénéficier de quoi. Alors, c'est peut-être finalement une des phrases qu'il faut retenir absolument, c'est que la maison, c'est pas le seul sujet. Il y a un faisceau de droits avec tout ce que vous expliquez. C'est vraiment, ça s'empile. Mais de droits, et puis moi, je voudrais parler d'émotions, parce que la maison, c'est vraiment ce qui cristallise vraiment les émotions. Pour les enfants, ça peut être la maison de leur enfance, les souvenirs. Et pour le conjoint survivant, c'est son foyer, c'est là où il habite. Et il y a des peurs légitimes qui peuvent s'exprimer à ce moment-là. Alors, on continue dans nos questions. 6e cas, le conjoint reste dans la maison et il y a des travaux à faire, des gros travaux. Exemple, la chaudière tombe en panne, le toit fuit, etc. Qui paye les charges? Alors? Ça va dépendre. C'est toujours pareil et on va toujours redire à peu près la même chose, c'est qu'on va vérifier à quel titre le conjoint occupe. Parce que selon s'il occupe en vertu d'un usufruit, parce que c'était droit de sa succession, c'était ses droits légaux, est-ce qu'il occupe en vertu d'un droit viager au logement? Comment ça se passe pendant le droit temporaire au logement? C'est en fonction de ces cas que l'on va trouver la réponse. Et la loi, évidemment, est venue expliquer que quelqu'un qui occupe est souvent, lui incombe les charges liées à l'entretien, à l'usage. Comme un locataire, en fait. Comme un locataire, c'est une comparaison qu'on peut faire. Et puis, finalement, les nus propriétaires pourraient payer les dépenses qui sont un peu plus
élevés. Mais ça va toujours dépendre de la notion d'usufruit, de droit viager ou de droit temporaire. Alors, on peut peut-être donner un petit exemple. Je donnais, parce qu'en effet, on est sur une famille recomposée. On a le conjoint qui est resté donc, dans l'habitation qui n'est pas sa maison à lui. Donc, les beaux enfants vivent ça. Et on a un toit qui est en train de s'effondrer. Donc, il faut le réparer. Qui paye si le conjoint a choisi l'usufruit, justement, le droit d'utiliser le bien et d'en avoir les revenus? Si le toit s'effondre, pour moi, c'est les nus propriétaires. D'accord. C'est le code civil. Donc c'est un cas où... Voilà, tu es d'accord aussi? Vous êtes toutes d'accord, les filles? Oui. Voilà, donc c'est un cas où clairement, ça peut poser quand même quelques petites tensions, parce que les enfants vont payer sur un bien qui ne leur appartient pas. C'est le terrain classique des tensions. D'une part, il y a un héritier qui peut faire l'avance de la dépense et qui dit « moi, j'ai payé ça et je demande le remboursement aux autres héritiers ». Les autres héritiers disent « moi, je n'ai pas donné mon accord, donc je ne veux pas payer ». Et puis, ils peuvent également dire, les enfants peuvent dire au conjoint survivant, avec l'exemple du toit, c'est toi qui habites dans la maison, c'est à toi de payer le toit. Or, il faut distinguer selon la nature de la dépense et savoir si c'est une dépense nécessaire, utile, ou alors si c'est du simple agrément de celui qui habite dans la maison. C'est toi, mon toit. Alors, juste une chose quand même, le nu propriétaire, on peut quand même dire, à la fin, c'est bien lui qui sera le propriétaire quand l'usufruitier sera décédé. Donc, c'est un peu... Est-ce que c'est pas un peu normal quand même qu'ils conservent, qu'ils maintiennent le bien dans un bon état? Oui, le principe de la répartition entre nus propriétaires et usufruit fixé par le code civil est logique. Il y a une... Alors, est-ce que c'est là que l'indivision peut commencer à peser finalement? Mais on n'est pas encore dans le partage, mais est-ce que ça commence déjà à... Oui, ça commence déjà à crisper parce que tout le temps, effectivement, de gestion du bien avant le partage, ça peut poser un certain nombre de difficultés. En fait, dès lors qu'il y a plusieurs héritiers, ils vont être en principe en indivision, effectivement, sur le bien. Et donc là, il va falloir que chacun agisse, mais dans le respect des droits des autres. Donc là, on a en droit différentes catégories. On a 3 catégories d'actes qui sont distingués, du moins grave au plus grave. Les actes de conservation, qui sont vraiment les actes qui permettent de préserver le bien, vont être la première catégorie. Ensuite, on a des actes d'administration, les actes de gestion courante. Et puis, les plus graves, ce sont les actes de disposition. Par exemple, le fait de vendre un bien. Là, on comprend bien qu'effectivement, un indivisaire seul ne pourrait pas vendre le bien. T'en penses quoi, toi? Tu dois le voir. J'imagine c'est un terrain de tension sur lequel tu t'amuses. Les tensions majeures. Et effectivement, il faut rappeler vraiment aux personnes quels sont les droits de chacun, quelles sont les dépenses que chacun doit prendre en compte. Et encore une fois, revenir au cadre, objectiver et mettre par écrit, éviter que les tensions s'installent. Alors, un 7e cas, un enfant a les clés, commence à trier la maison, récupère les papiers... Parfois des meubles, parfois des bijoux même, ou des souvenirs. Est-ce qu'on peut faire ça? Ça marche comment? Alors, on en a un peu parlé la dernière fois. Effectivement, ça peut partir d'une très bonne intention, mais tout de suite, ça suscite de la suspicion. Le tableau qui est décroché, les bijoux qui disparaissent. Je ne sais pas si ça part d'une très bonne intention quand on récupère les bijoux quand même. Mais bon, OK. Il faut savoir de qui on parle. Et puis, il faut savoir aussi les explications parfois un peu farfelues qu'on peut avoir lorsqu'on pose des questions. Donc non, il faut évidemment se concerter, prévenir tout le monde et rappeler que tout ce qui fait partie de la maison appartient à la succession et qu'on ne peut pas agir seul. Ah oui. Alors, ce serait quoi la bonne pratique? Agir en toute transparence, c'est-à-dire qu'il faut identifier les documents ou les objets qui sont peut-être à récupérer parce qu'ils sont nécessaires au traitement juridique de la succession chez le notaire, sécuriser les objets de valeur parce qu'en effet peut-être que la maison elle n'est pas habitée et peut-être c'est là où il peut avoir la bonne attention d'un héritier de récupérer un tableau, c'est parce qu'ils veulent sécuriser chez lui et éviter sécurisation. On ne sait jamais. Voilà, non, sécuriser les objets de valeur évidemment parce que la maison peut ne plus être habitée. Alors là, s'il y a un conjoint, il y a moins de risques. Notamment en faisant parfois un inventaire, on en avait déjà parlé, le fait de faire l'inventaire permet aussi d'identifier tous les biens et qu'il n'y ait pas de sujet après de savoir où ils sont passés, si c'est le défunt qui en avait lui-même disposé ou pas de son vivant. Donc là encore, on n'est pas dans le partage. Le partage, c'est l'épisode 6. On n'y est pas tout de suite. Pour l'instant, c'est la phase avant. Donc on est dans la protection, l'identification, la conservation et le fait surtout d'éviter que la maison ne se vide avant que les droits ne soient bien compris. Gaëlle, toi, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça?
Cette étape de conservation du patrimoine successoral, elle est effectivement très très importante. L'idée, c'est que si des biens disparaissent, si les papiers ne sont plus accessibles, eh bien le règlement de la succession nécessairement va devenir plus complexe et donc a priori plus conflictuel. 8e cas, le conjoint survivant a peur, et ça se comprend évidemment, que les enfants ne le forcent à partir. Eux, les enfants, ils ont peur que le conjoint bloque toute discussion. Comment on sort de cette opposition ? Alors tout d'abord, il faut vraiment rappeler les droits de chacun, ce qui permet en fait à chacun d'être assuré. Rappeler les droits du conjoint survivant sur logement, ce qu'on est en train de faire. Rappeler également que les enfants ont une part réservataire. Rappeler tout cela permet d'éviter que les tensions baissent et que le conflit ça vraiment fait baisser les tensions et ça évite que voilà, le conflit. Rassurer chacun. Vraiment. T'en penses quoi, toi ? Pédagogie. Ouais, On le dit souvent, c'est de la pédagogie, et on en a parlé pour l'ouverture de la succession, expliquer les étapes, les cadres, les droits. Et là, en l'occurrence, en effet, rassurer tout de suite sur le logement, parce qu'en tant Tu vois que ça fonctionne ? Oui, si, je pense que quelqu'un d'informé, déjà, s'inquiète moins quand on peut expliquer aujourd'hui que, notamment, les notaires ont une obligation d'information, quand on identifie une atteinte à la réserve d'un héritier. Aujourd'hui, on a l'obligation d'informer l'héritier. Ce n'était pas le cas, alors on le faisait, mais ce n'était pas forcément une obligation au titre de notre devoir de conseil il y a encore quelques années. Et je pense que plus on fait preuve de pédagogie auprès de nos clients, et surtout dans l'anticipation, donc d'où l'importance des premiers rendez-vous, des premiers échanges pour être très clair sur les droits, leur expliquer que ce n'est pas parce que le conjoint reste dans le bien il y a des risques, et s'ils ont des craintes, on peut les mesurer, on peut mettre en place des choses comme un inventaire pour diminuer ces craintes-là. Donc de la pédagogie, c'est important. Et que excuse-moi. Non, c'est vraiment le plus important. Et puis expliquer que le souci du législateur, ça a été celui-là. C'est-à-dire que quand on a écrit les textes, on a voulu assurer une protection de tous et trouver un bon équilibre entre la protection du conjoint et les droits des enfants. Alors, 9e cas, rassurez-vous, il n'y en a pas tant que ça. Le logement était loué, le défunt et son conjoint n'étaient pas propriétaires. Est-ce que le conjoint survivant est moins protégé, du coup ? Non, parce que le droit, notamment, on va faire la loi sur la location, fait qu'il y a un transfert de la titularité. Il garde le bail. Oui, il garde le bail, donc il garde la jouissance du bien. Non, il n'y a pas de difficulté avec le fait que... il n'y a pas de difficulté par rapport à la jouissance déjà de ce bien-là. Et il faut savoir que dans le cadre de la location, le droit temporaire qu'on a évoqué tout à l'heure... le fameux droit d'un an. Oui, s'applique quand même. Alors, alors le bien n'appartient pas au défunt, certes, mais en fait, le coût de cette location pendant une année va finalement être comptabilisé dans la succession. Et c'est la succession dans sa globalité qui va supporter. J'insiste. Non, mais parce que là, tu me dis un truc. Tu es en train de dire, imaginons, je suis locataire d'un bien avec mon conjoint qui est décédé. Oui. Normalement, je dois, du coup, s'il est décédé, moi, la moitié du loyer, et on va dire la succession, l'autre moitié. Toi, tu dis pas ça, en fait. Moi, je peux le dire si tu veux, mais la loi, elle dit pas ça. La loi dit pas ça, voilà. Donc, je ne dirais pas ça non plus. Non, oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le droit temporaire, c'était la protection du conjoint, c'était lui permettre le temps de se retourner. Donc, quand on est propriétaire du logement, c'est le fait de l'occuper, mais c'est aussi, finalement, quand on n'est pas propriétaire et que locataire, enlever cette charge financière pour lui laisser le temps de se retourner. Donc, c'est bien, et la part, on pourrait dire, du survivant et du défunt, qui sont supportés par l'intégralité de la succession, en effet, pendant une année. Ça, c'est un point hyper important, ce que soulève Marjorie, parce qu'effectivement, le sujet de cet épisode 2, c'est pas seulement la maison dont on est propriétaire. On peut tout à fait, effectivement, avoir un bien qui était loué, on peut avoir un bien qui était détenu en indivision, ça peut être un bien propre, ça peut être un bien commun. Et vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fonction de la qualification juridique du bien, on ne va pas du tout avoir les mêmes règles qui s'appliqueront au moment de la succession. Alors, on arrive sur la 10e et dernière situation. Le défunt avait fait une donation entre époux ou un testament. Testament, c'est l'épisode 3. Marjorie, qu'est-ce que ça peut changer et est-ce que ça peut changer complètement la protection du conjoint survivant ? C'est vraiment important. Bien sûr, bien sûr. Toutes les dispositions que les époux peuvent prendre pour se protéger a une incidence. Et en famille recomposée, c'est même, à mon sens, primordial, parce qu'aujourd'hui, les droits légaux prévus par la loi en famille recomposée correspondent peut-être pas forcément aux attentes des familles et des couples. Il y a peut-être, à mon sens, un petit écart entre notre texte, la protection, la règle qui avait été mise en place il y a
de nombreuses années dans une société qui était assez différente de la nôtre. Bien sûr. Donc, en famille recomposée, je pense qu'il est essentiel pour éviter justement des situations difficiles ou des surprises, de bien faire anticiper de nouveau. Et en effet, parce que par ces dispositions-là, donc testament, donation entre époux, mais moi je rajouterais également le contrat de mariage, parce que les avantages matrimoniaux permettent notamment, quand le bien est commun, avec ce qu'on appelle une clause de préciput, de prélever. Et le conjoint, là, il pourrait être propriétaire complètement du conjoint. Donc ça, c'est la petite cerise sur le gâteau quand même. Alors, tu as quand même utilisé encore un terme barbare. juridique, Tu vas devoir l'expliquer. Désolée. Ouais. Hein. Alors, on va parler d'un clause de préciput, simplement, si tu peux. C'est une clause de prélèvement, c'est-à-dire qu'on permet au conjoint de prélever dans une masse de biens un ou plusieurs biens. Donc, il pourrait prélever la maison comme il pourrait prélever un compte bancaire ou une voiture. Alors, tout ça, c'est dans un contrat de mariage, c'est bien carré, bien écrit, c'est pas n'importe... Voilà. OK. Donc là, tous ceux qui nous regardent ont bien compris qu'il faut anticiper. C'est le maître mot. C'est le maître mot. Je tempère juste un tout petit peu parce qu'on l'a déjà dit, Sophie, dans l'épisode 1. Oui, anticiper, c'est bien, mais il faut le faire dans les limites qui sont posées par les textes. Et on parlait T'aimes bien nous rappeler les textes, Gaëlle. Oui, je suis là pour ça, je crois. Donc du coup, notamment lorsqu'il y a des enfants qui ont la qualité d'héritier réservataire, oui, on va pouvoir gratifier le conjoint par le biais de tous les outils que Marjorie a évoqués, mais le faire dans, effectivement, les limites de la quotité disponible. Donc, c'est là que l'importance de recourir à un professionnel est... Et si je peux rajouter quelque chose, tu peux. Anticiper, oui, mais de façon claire, c'est-à-dire vraiment faire un acte clair, que le conjoint, celui qui décède exprime clairement sa volonté pour qu'il n'y ait pas de surprise, qu'il n'y ait pas d'acte qui soit découvert tardivement, parce que là, c'est là que les tensions apparaissent, c'est-à-dire que les enfants peuvent contester, le conjoint revendique ses droits, et c'est véritablement là que les blocages arrivent. Donc vraiment, de manière claire, que la volonté soit clairement exposée. Donc finalement, de ce qu'on comprend, c'est que pourquoi tout se bloque? C'est pas que parce que les gens se disputent. C'est aussi parce qu'on a une espèce de millefeuille de droits qui peuvent se combiner, qui peuvent se retirer, etc., qui se superposent. Donc il y a plusieurs questions. Il y a le droit au logement, les droits successoraux, la propriété de la maison, les meubles, les charges, l'accès aux biens, la famille recomposée. Oui, clairement, c'est cet enchevêtrement de droits au profit du conjoint, au profit des enfants, qui va poser un certain nombre de difficultés techniques. On pourrait en rajouter, on parlera notamment dans le 4e épisode, on peut encore complexifier. Vas-y, fais du teasing. Des actes effectivement antérieurs. Par exemple, s'il y a des donations qui ont été consenties à certains enfants, il va aussi falloir en tenir compte dans le règlement de la succession. Donc, on n'est pas tout à fait au bout de nos peines et il faut bien prendre soin de distinguer les droits de chacun. Eh oui. Il faut remettre de l'ordre. Qui est héritier? Quels sont les droits de chacun? Quel est le patrimoine? Quels sont les souhaits, les attentes des uns des autres? Et puis, il y a toujours un peu de pédagogie parce que je pense que le blocage vient aussi parfois de la difficulté pour les clients de cerner chacune de ces notions. On vient d'évoquer de l'usufruit, du droit temporaire au logement, du droit à viager. C'est complexe. C'est quand même... Et tous ne revêtent pas les mêmes réalités, les mêmes conséquences, les mêmes effets. Et c'est là aussi, parfois, des blocages peuvent naître de l'incompréhension. Oui, et puis surtout, quand une tension apparaît, il ne faut pas la laisser s'installer. Il ne faut pas attendre que la relation se dégrade. Donc, dès qu'une tension apparaît, des questions apparaissent, des points de divergence, il faut tout d'abord, tout mettre par écrit, faire un courrier, demander des réunions ensemble chez le notaire. Pourquoi pas organiser une médiation? Les avocats peuvent intervenir à différents stades, notamment soit chez le notaire, soit lors de la médiation, pour véritablement apaiser les tensions et éviter que tout se bloque et trouver ensemble en fait des solutions pour que chacun soit satisfait et comprendre le point de vue de chacun. Alors justement, je me tourne vers avocates et notaires dans vos quotidiens. Vous avez des cas pratiques, concrets à nous raconter où vraiment vous avez vécu des choses difficiles pour, je ne vais pas dire pas grand-chose, mais en tout cas pour des choses qui, nous, d'un œil extérieur, nous paraissent quand même peut-être pas... je sais pas, on se bagarre pour une cuillère. Gaëlle, toi, tu as eu des cas comme ça? Ah oui, bien évidemment. Alors, notamment, moi, j'ai l'exemple, par exemple, du conjoint survivant qui a la maison, le droit temporaire au logement, et puis les enfants où le défunt avait promis un certain nombre d'objets personnels qui n'ont pas grande valeur, mais qui ont une valeur très importante pour les
enfants, sentimentale. On demande à pouvoir récupérer ces objets-là. Le conjoint survivant se braque et là, ça fait naître des tensions et ça peut véritablement paralyser une succession qui n'a pas lieu d'être. Et toi, Marjorie? Moi, j'ai eu la succession post-it. On est arrivé dans la maison, il y avait des post-it sur tous les objets mobiliers. La succession post-it. Oui. C'était même très bien organisé. Voilà. Donc, et ça a été respecté? Oui, mais bon, il y a eu des sujets quand même, parce qu'en fait, c'était un héritier qui était venu dire, ça, il m'avait dit qu'il me le laisserait, ça, il m'a dit. Donc, il y avait un peu le rôle de, il l'avait dit, donc voilà, c'était la succession post-it. Il doit y avoir des cas quand même assez particuliers. Écoutez, c'est la fin de cet épisode 2. Merci beaucoup à toutes les trois. Merci à Plume pour son calme légendaire. On l'a bercé, tout va bien. Donc, dans cette saga consacrée à l'héritage, on voit aujourd'hui que le conjoint survivant et la maison de famille concentrent des questions très concrètes. Si je résume ce que l'on veut vraiment faire passer aujourd'hui, le conjoint survivant n'est pas forcément propriétaire de tout, mais n'est pas non plus sans protection. Les enfants ont des droits, mais ils ne peuvent pas toujours agir comme si le logement était immédiatement disponible. On est bien d'accord. Rendez-vous très vite pour la suite. C'est loin d'être terminé. Il y a encore 4 épisodes qui arrivent et on vous réserve beaucoup d'informations. Merci à tous et à très vite. Thank you.